Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une plongée dans un temps un peu lointain, au cœur d'un bagne de l'effort, le Tour de France cycliste 1924. À chaque jour, une nouvelle étape, un nouveau parcours, un nouveau chapitre. À chaque heure, de nouveaux paysages, de plaines, de forêts, de montagnes. À chaque minute, la hantise d'une chute, l'angoisse d'une défaillance mécanique ou encore le spectre d'une météo capricieuse. L'édition 1924 du Tour de France n'échappe pas à cette règle. Avec ses personnages charismatiques, ses exploits, ses désillusions, ses souffrances, ses drames, une transhumance populaire et sportive exceptionnelle. Dopage, règlement de course inhumain, parcours sous l'œil avisé. D'Albert Londres, cette année-là, le journaliste et grand reporter qui a donné son nom au prix le plus prestigieux de notre profession, ce témoin de choix, de luxe même, nous dévoile les coulisses des 15 étapes de cette grande boucle 1924. Un récit qui l'emporte à lui seul sur le résultat final, faisant de cette édition du Tour une saga romanesque. Notre invité aujourd'hui, le sociétaire de la Comédie Française, Nicolas Lormeau, c'est à partir de cette série d'articles de presse, réunis ensuite en un livre intitulé Les Forçats de la route, qu'il a mis en scène une pièce éponyme. Il est avec nous pour nous lire quelques passages du récit d'Albert Londres et nous éclairer ensuite sur les coulisses de cette histoire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris n'aurait pu rêver de plus bel été. Paris n'aurait pu rêver de plus grandes fêtes. Depuis un mois, la capitale de France a enfilé avec fierté ses habits d'apparat pour devenir le centre d'attention du monde. Dans le grand stade de Courbevoie, chaque jour, des sportifs de toutes les origines et de toutes les nations s'affrontent pour la conquête de l'or olympique dans un idéal de paix et de rassemblement. Bientôt, la province à son tour va pouvoir s'enflammer et s'enivrer au rythme de la plus grande et de la plus majestueuse des épreuves sur route, le Tour de France cycliste. Cette nuit, s'élanceront en effet les hommes qui affronteront les routes des quatre coins de nos territoires afin d'aller chercher la victoire. Souhaitons leur bonne chance. Souhaitons aussi de revoir leur visage ici à l'arrivée dans un mois. Paris, samedi 21 juin 1924, il est un peu plus de 23 heures. Il fait beau, la France est gouvernée sous la houlette d'Édouard Herriot par le cartel des gauches et présidée par le très populaire Gaston Doumergue, incarnation de cette troisième république qui a fait du pays au sortir de la Première Guerre mondiale la première puissance de la planète et Paris, le centre du monde. Dans l'ouest de la capitale, les grandes brasseries qui ceinturent la Porte-Maillot sont pleines à craquer. Mais à la place des habituels clients, s'est installée ce soir toute une bande de garçons plus ou moins jeunes. Certains portent des maillots bariolés, d'autres des ensembles unis ou à rayures. Les uns portent casquettes, les autres lunettes de soleil sanglées autour du cou, comme des touristes en goguette. Dehors, des centaines de badauds s'arrêtent, s'amassent et se bousculent le long des terrasses. L'engouement est tel qu'il faut aux serveurs jouer les équilibristes pour se frayer un chemin. Pris dans la nasse de cette foule aussi curieuse qu'incontrôlable, un individu d'une quarantaine d'années, à l'épaisse barbe et à la large chevelure noire, voit son chapeau lui échapper. Il le rattrape de justesse, puis il reçoit par accident un coup d'épaule dans le dos. Enfin, on lui écrase les pieds. Victime malgré lui de l'agitation qui règne ici ce soir, Albert Londres, journaliste au Petit Parisien, préfère s'écarter. À l'intérieur d'une des brasseries, assis à une table, 6 hommes trinquent. À les regarder de plus près, ils ont fière allure avec leurs maillots violets à manches longues sur lesquels est inscrit le nom de leur sponsor. Eux, ce sont les coureurs de l'équipe Automoto. Au milieu de ce petit groupe, on reconnaît le sourire des frères Pélissier, Henri et Francis, 2 des meilleurs cyclistes français du moment. Et comme tous les autres autour d'eux, s'ils sont là ce soir, c'est qu'ils s'apprêtent à prendre le départ du Tour de France. Cette année, ils sont 157 valeureux coureurs à avoir inscrit leur nom et signé le registre avant le départ. Il y a parmi eux beaucoup de Français, mais aussi de nombreux Belges, et bien sûr des Italiens, quelques Luxembourgeois et d'autres Espagnols, 2 Suisses, et, c'était attendu, pas un seul d'entre eux n'est allemand. Tous ces hommes ont entre 21 et 42 ans.
Ils sont répartis en 3 catégories, première classe, seconde classe et touristes routiers. Certains appartiennent à des équipes professionnelles. D'autres font la course en solitaire par leurs propres moyens. Tous ont en revanche comme point en commun d'avoir accepté d'abandonner leur famille et leur travail pour partir pendant près de 3 semaines parcourir les routes de notre pays. Les plus expérimentés parmi eux le savent. La gloire ne revient qu'aux plus audacieux et à défaut de profiter du plaisir, c'est un véritable calvaire qui les attend. À 150 mètres de là, devant le Luna Park de la Porte-Maillot, porte-voix à la main, le directeur de l'épreuve, Henri Desgranges, hurle les dernières consignes à ses chauffeurs, chronométreurs, journalistes et autres membres de l'organisation de la course. Ancien coureur cycliste professionnel, directeur du vélodrome du Veldiv, directeur de publication du journal Automoto, Desgranges est aussi l'inventeur du Tour de France cycliste. Une épreuve qui suscite depuis ses débuts en 1903 un formidable élan d'enthousiasme. Année après année, pour renforcer le côté spectaculaire de sa course et ainsi augmenter le tirage de son journal, Henri Desgranges durcit les conditions d'épreuve. Le règlement fait à lui seul plus de 200 pages. Et pour chacune d'entre elles, il a rédigé un article qui prévoit des obligations, des interdictions, des pénalités et même la disqualification pure et simple du ou des concurrents qui ne respecteraient pas les règles. Une feuille de route qui fait débat au sein du peloton. Mais il y a pire. Desgranges a une manie. Il utilise avec une précision diabolique les frontières naturelles du pays, notamment les montagnes, pour tracer les étapes de sa course et les rendre plus infernales encore. Cette année, pour la 18e édition, 5418 km sont au programme, soit quasiment la distance Paris-New York. Il est minuit passé lorsqu'une petite automobile Renault traverse le pont d'Argenteuil. À son volant, Albert Londres. L'homme qui, il y a une heure à peine, a failli se faire piétiner par la foule, souvenez-vous. À côté, à droite comme à gauche, une nuée de cyclistes amateurs, des messieurs et dames, qui pédalent en direction de la forêt d'où sera donné le vrai départ de la course, après le prologue à Paris. Journaliste et écrivain, Albert Londres était il y a quelques mois encore en reportage en Guyane et dans les colonies françaises d'Afrique du Nord. Sur place, il a visité les bagnes, il en a décrit les horreurs, il en a dénoncé le système. Ces articles ont ouvert le débat et lui ont valu aussi de nombreuses critiques. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la présence de reporters ici ne doit rien au hasard. Le journal Le Petit Parisien, l'un des plus gros tirages de la presse, a dépensé sans compter pour s'offrir ses services. Car Albert Londres est l'un des rares capables de raconter la course et ses à côté à la manière d'une aventure, et donc s'adresser à tous les types de publics, en particulier à ceux qui, comme lui, ne connaissent rien au cyclisme. Il est donc le premier surpris par toutes ces bicyclettes qui convergent cette nuit-là vers la forêt d'Argenteuil. Certains estiment à 30 000 le nombre de spectateurs présents. Comme si toute la population de la capitale et sa banlieue avait pris rendez-vous ici pour assister au départ de la course, écrit le célèbre reporter. Place, ils arrivent. Les coureurs arrivaient en effet. Bientôt la banlieue s'anima, les fenêtres étaient agrémentées de spectateurs en toilette de nuit, les carrefours grouillaient impatients, de vieilles dames qui d'ordinaire doivent se coucher avec le soleil attendaient devant leur porte assises sur des chaises, et si je ne vis pas d'enfants à la mamelle, c'est certainement que la nuit me les cachait. « Regarde ces cuisses !» criait la foule. « Ça, c'est des cuisses !» Les coureurs arrivèrent dans un sous-bois, là, on attendit 1 heure. « Est-ce qu'on part ?» demanda l'un très en colère. Mais un autre, « À quoi bon s'énerver ?» Un commissaire fit l'appel des 157 noms, les Français répondaient « présent », les Italiens « presente », et ce que les Flamands disaient, je ne l'ai pas compris. Alors le commissaire lâcha « allez », de la foule, une petite voix de femme cria « bonne chance, Tiberghien », et 157 hommes prirent la route. Il était un peu plus de 3 heures du matin, ce dimanche 22 juin, lorsqu'à la faveur de la nuit noire, les coureurs s'élancent. Ils ont le visage et les cheveux propres, des mines souriantes. Et pourtant, pendant les 15 prochains jours, ce sont bien eux qui vont devoir batailler et affronter les routes parfois sinueuses, souvent boueuses et toujours piégeuses de l'Hexagone. Devant
Henri Desgranges a pris place à bord de la première voiture officielle, une Renault couleur de son journal Automoto. Le véhicule cahote et son échappement crache une fumée noire sur tous ceux qui tentent de l'approcher. À la lumière des phares des véhicules de l'organisation, les 157 cyclistes s'engouffrent en lisière du bois et disparaissent. Au total, entre les véhicules de l'organisation et ceux mobilisés pour transporter le matériel des équipes cyclistes, les invités et bien sûr les journalistes, il y a en tout un peu plus d'une vingtaine d'automobiles. Pour la première fois en cette année 1924, chaque soir, vers 20h45, du haut de la Tour Eiffel, le résultat de l'étape sera radiodiffusé et pourra être écouté sur tous les postes à transistors grandes ondes de la région. Nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin 1924, département de l'Oise. 157 coureurs sont lancés à plus de 20 km/h sur les petites routes qui mènent jusqu'au port du Havre, première ville-étape. Pour le moment, on dénombre quelques crevaisons, galères mécaniques en tout genre, mais pas de bagarre dans le peloton. Parmi les favoris cette année, il y a l'Italien Giovanni Brunero. Triple vainqueur du Tour d'Italie, il veut gagner ici pour la gloire et pour ses compatriotes. En embuscade, non loin de lui, il y a les frères Henri et Francis Pélissier. Eux aussi veulent jouer les premiers rôles. Grâce à leur nouveau sponsor, ils rêvent même d'un doublé historique. Henri est d'ailleurs le tenant du titre, suite à sa victoire l'an passé. Autre prétendant, le sprinter de Versailles, Jean Alavoine, et à 36 ans, il est âgé, certes, mais il a l'expérience. Plus loin encore, le Belge Tibergen ou le Luxembourgeois Franz. Parmi tous ces hommes lancés dans ce voyage au bout de la nuit, il y en a un qui n'est pas là pour le plaisir, ni pour la gloire. Non, lui ne parle pas et n'esquisse même pas un sourire. Ce petit homme à la tête marquée par un nez crochu, à la fine moustache, et qui porte les couleurs de l'équipe Automoto, c'est Ottavio Bottecca. Jeune maçon italien originaire de Frioul, il déteste le vélo, mais il est bon, rapide, téméraire. Alors, comme d'autres participants, il est venu tenter sa chance, mais lui, pour l'argent, rien d'autre. C'est vrai que la promesse d'Henri Desgranges à tous les participants de son tour est alléchante. À tout homme, même celui qui ne sait ni lire ni écrire, je promets de faire gagner de fortune en à peine un mois. Sans jouer à des jeux d'argent, non, uniquement à la force de ses jambes et à la valeur de son courage. Eh bien, ça fait quand même 60 000 francs pour le vainqueur, une somme incroyable pour l'époque. De quoi acheter un terrain et y construire une maison. Un rêve pour tous ces hommes, dont beaucoup sont d'anciens poilus, dont la Grande Guerre a ruiné les carrières et détruit les ambitions. Il faisait encore nuit. Nous roulions depuis 1 heure et, cette fois, tout le long d'un bois que nous traversions, de grands feux de sauvages s'élevaient. On aurait cru des tribus venant d'apprendre la présence d'un tigre dans le voisinage. C'étaient des Parisiens qui, devant ces braseros, attendaient le passage des géants de la route. À la lisière du bois, il y avait une dame grelottant dans son manteau de petit gris et un gentleman en chapeau claque. Il était 3h35 du matin. Le jour se lève et permet de voir clairement que cette nuit, les Français ne sont pas couchés. Toute la province est sur les portes et en bigoudi. Au petit jour, les premiers signes de fatigue se font sentir. Dans le peloton, les visages et les maillots sont déjà gris, recouverts d'une épaisse couche de saleté et de poussière. Les routes en silex des départements du Nord n'aident pas. Elles usent les roues, elles épuisent les hommes et menacent à tout moment d'érafler leurs cuisses ou leurs coudes en cas de chute. Peu avant de passer le village de Montdidier, dans la Somme, qui 6 ans auparavant était encore le cadre de cette indicible horreur que fut la Première Guerre, une garde-barrière se dresse en plein milieu de la route. Elle coupe le peloton en deux et ordonne aux cyclistes qui n'ont pas encore passé la voie de chemin de fer de s'arrêter net. Au loin résonne déjà le bruit rauque d'une locomotive diesel. Les voitures de l'organisation rattrapent les coureurs. Albert Londres se gare, descend, aperçoit 5 concurrents posés pied à terre, empoigner leur vélo sur l'épaule et se mettre à courir comme des dératés. Le garde-barrière leur hurle de s'arrêter, bien sûr. Mais les 5 hommes continuent et traversent la voie de chemin de fer quelques secondes à peine avant que ne déboule la locomotive. L'enjeu de la course semble leur avoir déjà fait perdre la raison, écrira par la suite le journaliste. Un peu plus tard, sur la route qui mène à Amiens, vers 6h du matin, premier arrêt ravitaillement.
première cohue aussi. Et à ce jeu, les premiers arrivés sont les premiers servis. Ceux qui avaient pris l'échappée quelques kilomètres plus tôt ont le privilège de se jeter les premiers sur les tables buffet. L'un d'eux s'empare d'un bol de thé brûlant et l'avale en quelques gorgées. Un autre prend des poignées de grains de riz qu'il ingurgite comme un médicament. Et il y a du chocolat, bien sûr, quelques pommes. Mais à peine ont-ils terminé leur festin qu'ils décampent et laissent leur place aux autres. Peu avant Bertaucourt, ils étaient 157. Peu après, ils sont 156. Épuisé, l'un des plus jeunes concurrents s'est endormi sur le bord de la route. Alors, on l'abandonne à son sort, il rentrera à Paris en train ou à pied, à lui de choisir. Amiens. Voici les élèves d'un lycée officiellement conduits par leurs pions. Où vont-ils de si grand matin? Ils viennent voir passer le Tour de France. Vas-y Henri, vas-y Francis. Il s'agit des péliciers, ils sont des rois, on les appelle comme les rois, par le petit nom. Vas-y Gajan, c'est à l'avoine. Vas-y Ottavio, c'est Bottecchia. Tis, Hardy. Vas-y la pomme, c'est Ders, Eugène Ders, de Gennevilliers. On ne pourra pas dire que les lycéens français ne sont pas prêts pour les examens de fin d'année. Abbeville, là est un contrôle, mais le commissaire le supprime. Ils ne signeront pas. On ne signe pas, leur crie le commissaire. Les gars repartent rapides avec un sourire, tout comme s'ils en étaient à 1 minute près. Mais le 247 est à pied. Il n'a plus de boyaux. J'en ai crevé 5, dit-il. 5. J'ai plus de boyaux. Alors le marchand de cycle du 90 de la rue Saint-Vulfranc lui donne un boyau. Le 247 file sans payer, c'est régulier. Je veux en faire autant pour mes 8 bidons d'essence, mais il paraît que je ne fais pas partie du grand jeu de la route, et le marchand de cycle exige son argent, c'est-à-dire le mien. Voilà enfin le peloton à Dieppe, voilà enfin la côte. Et là, c'est l'embouteillage, lorsque tous arrivent au point de contrôle. En effet, afin d'éviter les tricheries en tout genre sur le parcours, Henri Desgranges exige que chaque coureur signe le registre de la course lorsque les commissaires de l'organisation sont au bord de la route. Sans protester, chacun saute de son vélo et s'exécute puis déguerpit. Un peu plus tard, nous sommes déjà à la 14e heure d'effort et les coureurs sont dans la dernière ligne droite pour rejoindre le Havre. Partout sur les rives et dans les champs, des milliers d'anonymes sont venus les encourager et les applaudir. Dans le peloton, les crevaisons se multiplient. Certains s'arrêtent 5 ou 6 fois pour réparer leurs pneus à boyaux. Et à chaque fois, les cyclistes doivent se débrouiller par eux-mêmes. Le règlement, encore lui, leur interdit toute aide extérieure. Dans la dernière ligne droite, à l'entrée du Havre, chacun dans le peloton comprend que la victoire se jouera au sprint. Alors les plus en forme accélèrent, d'autres tentent de les suivre. Mais la vitesse des premiers est telle que les voitures de l'organisation elles-mêmes se retrouvent distanciées. Et c'est dans une tempête de bravos et de cris qu'Ottavio Bottecchia démontre qu'il est le plus rapide. L'Italien remporte la première étape en 15 heures, 3 minutes et 14 secondes. À peine arrivé, il s'effondre, assommé de fatigue, l'estomac dans les talons et la gorge en feu tellement il a soif. Le lendemain soir, dans la nuit de lundi à mardi, le Havre est encore endormi lorsque les 137 cyclistes toujours en course donnent le premier coup de pédale à la faveur de la nuit. Direction Cherbourg, à 371 km de là. Les conditions de course sont encore très pénibles, et c'est crevaison sur crevaison. Puis se dessine, face au peloton, une première difficulté. Les côtes abruptes du Cotentin et leur descente infernale. Dans les montées, les coureurs ne disposent pas de vitesse. Dans les descentes, ils ont à peine des freins. À plusieurs reprises, certains évitent de justesse l'accrochage ou la sortie de route. Une chose est certaine, l'heure des politesses entre coureurs apparaît désormais révolue. Le peloton de tête comporte une trentaine d'hommes, dont le maillot jaune, Bottecchia, et tous sont décidés à vendre chèrement leur peau. De son côté, après avoir cassé sa roue et en avoir emprunté une à un amateur qui roulait à ses côtés, Francis Pélissier rattrape le peloton et rejoint son frère. Les deux hommes sont en embuscade. Mais à l'approche de Cherbourg, rien ne se passe comme prévu, et c'est le jeune Bélanger qui trompe son monde dans une accélération folle. Quelques-uns arrivent à suivre. Sur la ligne d'arrivée, Bélanger s'impose après une étape de 14h30. Bottecchia n'est pas loin. Derrière, on trouve les frères Pélissier, Jean Lavoine, Mauriceville et le Belge Tibergen. Tous les favoris, quoi.
soir, Bottecchia est toujours maillot jaune. Mais ce qui retient l'attention d'Albert Londres, c'est le nombre de signatures sur la feuille d'émargement des commissaires à l'arrivée. Au terme de cette deuxième étape, ils ne sont plus que 125 engagés. 32 d'entre eux ont déjà abandonné. 2 premières journées de course assez monotones, à vrai dire, et sans prise de risque. Beaucoup de crevaisons, pas beaucoup d'exploits. Non, c'est lors de la 3e étape entre Cherbourg et Brest que l'histoire du Tour 1924 va réellement s'écrire. Le public normand attend les frères Pélissier, les héros de tout un pays. Alors tout le monde souhaite les voir gagner une étape, ou mieux encore, porter le maillot jaune lors de l'arrivée à Paris. Mais en lieu et place de ces espérances locales, le Tour de France va être le théâtre d'un drame national. Fabrice Drouel. Nuit du mardi 26 au mercredi 27 juin, centre-ville de Cherbourg, il est 2h du matin. S'il existait une heure plus désagréable pour monter sur un vélo, Henri Desgranges l'aurait sûrement choisi. Lui qui ne salue jamais les coureurs et préfère la compagnie des maires, préfets ou députés. Lui qui, aux quelques journalistes qui l'interrogent, mais dis donc, pourquoi partez-vous si tôt, répond, c'est mieux pour la course, c'est mieux pour le spectacle. Bon, s'il le dit. Au départ, ils sont donc 125. Parmi eux, Francis et Henri Pélissier avec leur maillot violet à manches longues et leur casquette dévelavée. Mais cette nuit, les 2 Français ont le regard fuyant. Serait-ce la fatigue? Non. En coulisses, il se murmure qu'une altercation aurait eu lieu entre Henri et l'un des commissaires de la course. Personne n'en sait plus. Une chose est sûre, l'ambiance est pesante. Une pluie fine accompagne le départ. Pendant les premiers kilomètres, le long de la côte normande, les coureurs filent à vive allure. Malgré l'obscurité, certains mettent leurs lunettes de soleil puis les retirent comme s'ils cherchaient à se protéger de quelque chose. Assis au volant de sa voiture, Albert Londres baisse la vitre, et là il comprend que la poussière du goudron présente sur la route leur brûle les yeux. Alors, à défaut de trouver une parade efficace, les cyclistes acceptent de venir à moitié aveugles. Quelques-uns tentent des échappées, mais sans succès. Kilomètre 106 de l'étape. Ayant pris un peu d'avance sur le peloton, Albert Londres gare sa petite Renault dans les rues de Granville et attend le passage des coureurs. Un quart d'heure plus tard, les cyclistes déboulent dans les ruelles à plus de 20 à l'heure. Les spectateurs applaudissent et chacun tente d'apercevoir Henri ou Francis Pélissier, les 2 champions de l'équipe automoto. Mais les minutes passent et aucun des 2 n'apparaît. C'est alors qu'une rumeur se propage dans la foule. Les Pélissier auraient abandonné à hauteur de Coutances. On parle d'une chute, puis d'un malaise, ou pire, d'un accident. Albert Londres se précipite. Une fois sur place à Coutances, il retrouve vite la trace des 2 champions français cyclistes naufragés de l'étape. Ils sont au café de la gare, et ils sont accompagnés d'un 3e compagnon d'infortune, Maurice Ville, second de l'étape la veille. Le bistrot est plein à craquer. Tout le monde les regarde, évidemment. Les 3 cyclistes boivent un chocolat chaud, avachis tranquillement autour d'une table. Lorsqu'ils reconnaissent Albert Londres, ils lui adressent un signe de la main. Le journaliste vient s'asseoir à côté d'eux et entame la conversation. Que s'est-il passé? Question de bottes, ou plutôt question de maillot. Ce matin, à Cherbourg, un commissaire s'approche de moi et, sans rien me dire, relève mon maillot. Il s'assurait que je n'avais pas 2 maillots. Que diriez-vous si je soulevais votre veste pour voir si vous avez bien une chemise blanche? J'aime pas ces manières-là. Voilà tout. Mais qu'est-ce que ça pouvait lui faire que vous ayez 2 maillots? Ah, mais je pourrais en avoir 15. Mais j'ai pas le droit de partir avec 2 et d'arriver avec 1. Pourquoi? C'est le règlement. Faut pas seulement courir comme des brutes, mais geler ou étouffer. Ça fait également partie du sport, paraît-il. Alors, je suis allé trouver Desgranges. Henri Pélissier poursuit son récit, raconte au reporter l'altercation qu'il a eue avec le directeur de la course. Monsieur Desgranges lui aurait promis que l'histoire des maillots serait réglée à Brest. Un subterfuge, selon Henri, pour gagner du temps et le forcer à courir. À côté des frères Pélissier, 3e camarade de cette échappée buissonnière, donc Maurice Ville. Et vous, Ville? Moi? Dit Ville qui rit comme un bon bébé. Ils m'ont trouvé en détresse sur la route. J'ai les rotules en os de mort. Les Pélissier n'ont pas que des jambes, ils ont une tête. Et dans cette tête, du jugement. Vous avez pas idée de ce que c'est que le Tour de France, dit Henri. C'est un calvaire. Et encore, le chemin de croix n'avait que 14 stations, tandis que le nôtre en compte 15.
Nous souffrons du départ à l'arrivée. Vous voulez voir comment nous marchons? Tenez. De son sac, il sort une fiole. Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux. Ça, c'est du chloroforme pour les gencives. Ça, dit Ville, vidant aussi sa musette, c'est de la pommade pour me chauffer les genoux. Et des pilules. Vous voulez voir des pilules? Tenez, voilà des pilules. Et ils en sortent 3 boîtes chacun. Bref, dit Francis, nous roulons à la dynamite. Un gosse s'approcha. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Fait Henri. Alors, monsieur Pélissier, puisque vous en voulez plus, qui va gagner maintenant? L'abandon des frères Pélissier fait la une des journaux. Même le quotidien L'Humanité, qui n'est pas un spécialiste du sport, consacre un article pleine page à l'affaire pour décrire les conditions inhumaines des coureurs sur le Tour, qualifiés d'entreprise de toutes les combines et de tous les profits qui écrasent ceux qui la servent pour faire la fortune de ceux qui la dirigent. Sous le titre « Coup de théâtre », la presse prend fait et cause pour les frères Pélissier. Eux, Francis et Henri, 2 hommes blessés lors de la Grande Guerre et décorés pour leur héroïsme dans les tranchées, ils sont bien plus qu'un symbole. Ils sont ceux que les Français attendaient à l'arrivée au Parc des Princes, à Paris, pour célébrer la victoire. Dans les colonnes du journal Automoto, sponsor de l'épreuve et sponsor des Pélissier, autre son de cloche. Les 2 frères sont décrits comme des lâches, 2 divas du cyclisme qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Quand les Pélissier comprennent qu'ils ne peuvent pas gagner une course, ils choisissent toujours d'abandonner, et cela toujours au déprimant de l'organisation et du public. Ces hommes sont des déserteurs, écrit par exemple le journaliste d'Automoto. De l'usage des produits dopants par les 3 hommes, en revanche, il n'est pas question d'ailleurs. La notion de dopage n'existe pas à l'époque. Pire, l'utilisation de produits de ce genre est même considérée comme une nécessité pour permettre aux coureurs d'endurer les étapes. Bien plus tard, les Pélissier et Ville avoueront que même s'ils avaient pris certaines substances ce jour-là, ils ont surtout voulu jouer un coup à Albert Londres pour rigoler. Et ils lui ont fait croire qu'ils disposaient de produits bien plus forts que ce qu'ils avaient en réalité. Et c'est en écoutant leur histoire qu'Albert Londres inventera la formule des forçats de la route. Et bien sûr, la course, elle, continue. Les véritables loufoques sont de certains excités qui, depuis le 22 juin dernier, ont quitté Paris pour bouffer de la poussière. Je les connais bien, j'en fais partie. On en a bouffé 381 km de Paris au Havre, 357 du Havre à Cherbourg, 405 de Cherbourg à Brest. Ça n'était pas assez. Quand on en a goûté, on ne peut plus s'en passer. Aussi, le garçon de l'hôtel de Brest, qui avait remarqué notre appétit, nous fut compatissant. 1 heure après minuit, il frappa à notre chambre. « Il est 1 heure, cria-t-il. Il est temps de manger notre poussière. Combien de kilomètres en aurons-nous aujourd'hui ? 412. Hurrah !» cria la bande en se levant, ivre de joie. Entre Brest et les Sables-d'Olonne, les 108 rescapés traversent à vélo le Finistère, le Morbihan, la Loire, puis la Vendée. Les routes regorgent de poussière, elles grattent les jambes et brûlent les yeux. Plus loin, un coureur s'arrête sur le bord de la route. À la différence des autres, il ne repart pas sa roue, mais son visage. Il n'a qu'un œil, l'autre est en verre. Il l'enlève pour l'essuyer. À Albert Londres, qui s'arrête à sa hauteur, le jeune homme explique l'avoir perdu à cause d'un éclat de silex reçu à l'entraînement 4 mois plus tôt. Puis, comme chaque jour de beau temps, à mesure que les heures passent, la chaleur grimpe, le peloton se met alors à transpirer la crasse et à respirer l'odeur du caoutchouc. Certains cyclistes versent leur bidon d'eau sur la tête. À l'arrivée au sable, Bottecchia reste en jaune encore et toujours. Entre les Sables-d'Olonne et Bayonne maintenant, un véritable marathon se joue entre les 97 coureurs toujours en course. Un départ de nuit pour une arrivée la nuit suivante. Chemin de sable et de silex, la moindre chute est synonyme le plus souvent d'abandon. Ainsi, au terme de 17 heures de souffrance, Bayonne est en vue. Et personne ne semble en mesure de distancier Bottecchia. Timide et discret, l'Italien ne laisse rien paraître. Et pourtant, comme tous les autres, il souffre. Après une journée de repos, le jeudi 3 juillet, les 82 coureurs rescapés d'un voyage le long des côtes occidentales de la France attaquent cette fois la montagne. L'Aubisque, le Tourmalet, l'Aspin.
Autant d'arêtes montagneuses inhumaines que même les automobiles de l'organisation ne peuvent gravir sans s'arrêter pour laisser refroidir le moteur. Ce qu'on appelle le calvaire du Tour de France commença ce matin à 10h05 aux Eaux Bonnes. Les 80 rescapés allaient traverser les Pyrénées à bicyclette. Voici le col d'Aubisque. Les hommes grimpent, ça ne leur fait pas plaisir. Ils ne sont pas à toucher avec des pincettes à sucre, même en argent. Motia ne rit plus. Non seulement Tiberghien ne regarde pas les Basquaises, mais il les bouscule. À l'entrée du col, à l'avoine est jaune. C'est pas qu'il a ravi le maillot à Bottecchia, c'est qu'il a la colique. Il attaque le col. 2 kilomètres plus loin, je le vois qui titube sur sa selle. Il monologue. Quand je vais bien, mes boyaux crèvent. Quand mes boyaux ne crèvent pas, c'est moi qui suis crevé. Pour la première fois depuis 10 jours, je m'aperçois qu'il porte le numéro 13. L'effort les assomme. Ils vont tous lentement, mais tête baissée, tel le bœuf qui s'apprête à recevoir le coup du boucher. Les muscles de leurs cuisses grincent. Jacquinot monte les dents accrochées, comme si l'on appelait sa mâchoire à l'aide. Il marche à coups de volonté. C'est alors que survient l'un des moments décisifs de la course. Brunero l'Italien, l'un des favoris, l'homme qui courait pour la gloire et pour son pays, eh bien, ce même Brunero s'effondre lors de la première montée, victime de crampes. De son côté, Bottecchia, le maçon du Frioul, qui lui roule pour l'argent, accélère encore et toujours. Et il arrive seul en tête à Luchon, avec plus d'1 heure d'avance sur son premier poursuivant. Aux yeux de tous, Bottecchia est désormais le maillot jaune incontesté et incontestable de ce tour. D'autant que le surlendemain, à l'arrivée à Perpignan, l'Italien n'a perdu que quelques minutes dans la fin de la traversée des Pyrénées. À moins d'un accident, il est quasiment sûr de rester en jaune jusqu'à Paris. Après les montagnes viennent la poussière et la chaleur du midi entre Perpignan et Toulon. Puis entre Toulon et Nice, c'est cette fois le soleil brûlant de la Côte d'Azur et les chutes sanglantes qui traumatisent les cyclistes dans la montée notamment du col de la Brosse, puis sa descente dantesque. Entre Nice et Briançon et entre Briançon et Gex, ils ne sont plus que 72 rescapés du Tour et désormais pour une grande majorité d'entre eux, le véritable exploit sera de terminer. Face au dénivelé alpin, les coureurs progressent au ralenti. Les Pyrénées semblent avoir rappelé à l'ordre les plus fougueux d'entre eux. Bottecchia, lui, est toujours en jaune. À la 12e étape, à Strasbourg, Brunero abandonne, victime de Bottecchia par chaos. Victime surtout des 4340 km déjà parcourus sur son vélo depuis bientôt 3 semaines. De Strasbourg à Metz, puis de Metz à Dunkerque, les cyclistes ont le regard vide. Ils serrent les dents. Ils ne sont plus que 60. Là où les attend la délivrance, à Paris, là où les attend aussi Albert Londres. Vous pouvez venir les voir, ce ne sont pas des fainéants. Pendant 1 mois, ils se sont battus avec la route. Les batailles avaient lieu en pleine nuit, au petit matin, sous le coup de midi, à tâtons dans le brouillard qui donne des coliques, contre le vent debout qui les couche par côté, sous le soleil qui voulait, comme dans la Crau, les assommer sur leur guidon. Ils ont empoigné les Pyrénées et les Alpes. Ils montaient en selle un soir à 10h et n'en redescendaient que le lendemain soir à 6h, ainsi que l'on pu le constater des Sables d'Olonne à Bayonne, par exemple. Ils allaient sur la route qui n'était pas à eux. On leur barrait le chemin. À leur nez, on fermait les passages à niveau. Les vaches, les oies, les chiens, les hommes se jetaient dans leurs jambes. Ce n'était pas le grand supplice. Le grand supplice les a pris au départ et les mènera jusqu'à Paris. Il s'agit des autos. 30 jours durant, ces voitures ont raboté la route sur le flanc des coureurs. Elles l'ont raboté en montant, elles l'ont raboté en descendant. Cela faisait d'immenses copeaux de poussière. Les yeux brûlés, la bouche desséchée, ils ont supporté la poussière sans rien dire. Ils ont roulé sur du silex. Ils ont avalé les gros pavés du Nord. Les nuits, quand il faisait trop froid, ils s'entouraient le ventre de vieux journaux. Dans la journée, ils se jetaient des brocs d'eau sur leur corps tout habillés. Ainsi, ils arrosaient la route jusqu'à ce que le soleil eût séché leurs maillots. L'édition 1924 du Tour de France, bien qu'elle ne fût sans doute pas aussi spectaculaire que d'autres sur le plan sportif, reste célèbre grâce au récit fait chaque jour, étape après étape, par Albert Londres.
Une histoire racontée dans son livre Les Forçats de la route. Une aventure narrative qui, si elle manque de rigueur sur l'aspect sportif, témoigne précieusement de l'envers du décor, participant ainsi à la légende de la Grande Boucle, au récit de cette épreuve considérée aujourd'hui encore comme la plus grande course cycliste au monde. Le Tour de France 1924, aujourd'hui dans Affaires sensibles. 1924, ça vous paraît loin, hein, on est presque un siècle, mais il s'est passé tellement de choses dans ce Tour de France que ça valait le détour. Notre invité, le sociétaire de la Comédie Française, Nicolas Lormeau. Je vous dis bonjour, sauf que ça fait 40 minutes que vous êtes avec nous. Absolument. Et que vous lisez ces textes. Agréable hein, de lire des textes comme ça à la radio en direct. Oui, c'est rigolo. C'est un extrait. Je les connais par cœur, alors parce qu'évidemment, ils sont tous. Je les ai joués. Donc voilà, il fallait faire attention. Je me rends compte. Je me suis trompé dans mon spectacle 2-3 fois. Voilà, j'ai adapté des choses. Quand la scène arrive en studio, elle peut prendre aussi le chemin inverse. Alors, vous avez mis en scène Les Forçats de la route. Comment avez-vous découvert cette histoire? Comment vous êtes plongé dedans? Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire ce spectacle? Et c'est un petit cadeau de première. Vous savez, dans les premières des spectacles, on s'offre des petits cadeaux. Ah oui, et c'est mon copain Alain Langlais, qui est sociétaire de la Comédie Française aussi, qui m'avait offert ce petit bouquin à l'occasion d'une première, je ne sais plus laquelle. Ce petit bouquin avait rejoint mon armoire de cadeaux, donc il n'était plus un bouquin, mais il était un cadeau. Et à l'occasion d'une proposition qui m'a été faite de parler du geste sportif au théâtre, je me suis souvenu que j'avais ce texte. Et donc j'ai dit, j'ai un texte formidable que je me suis empressé de lire, de relire, après avoir dit qu'il était formidable. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais quel imbécile de pas l'avoir lu plus tôt. J'ai immédiatement proposé à Éric Ruff, qui nous donne la possibilité de monter des monologues, ce qu'on appelle chez nous des singulis, en référence à notre devise de la Comédie Française, qui est simul et singulis, ensemble et soi-même et ensemble, de mettre ça en scène, de mettre ces 15 articles d'Albert Londres en scène, ce que j'ai fait donc au Studio Théâtre et puis à quelques occasions en province. Vous pouvez nous mettre l'eau à la bouche un peu sur la scénographie? Eh bien, j'incarne Albert Londres. Donc Albert Londres, j'ai imaginé que le soir, il se retrouve dans une petite chambre d'hôtel un peu minable. Forcément, il est fatigué, il est plein de poussière. Il a écrit son article un peu sur la route. Il téléphone à ce que j'imagine être la secrétaire de rédaction et il lui dicte son article. Et voilà ce que j'incarne en fait. Et en fait, assez vite, je montre ça. La chambre reste la même. Il y a des noirs et de la lumière pour incarner chaque jour qui passe. Et en fait, je raconte l'histoire vraiment, véritablement au public. Et je m'aide pour ça de quelques images d'archives que j'ai glanées à droite et à gauche pour illustrer, pour que les gens se rendent compte de l'absurdité presque de ce qui est proposé à ces gens. Et puis, je trace le parcours sur une carte de France de 1926 que j'ai trouvée à la Bibliothèque nationale, une carte Michelin. Et donc, je trace à la craie grasse noire ce Tour de France afin que les gens se rendent compte que finalement à l'arrivée c'est véritablement effectivement le Tour de la France. Mais oui, c'est le Tour de la France. C'est vraiment le Tour de la France, vraiment pratiquement les frontières. Il manque un tout petit bout donc entre Dunkerque et Paris, il pique un peu sud. Donc il va manquer un tout petit bout mais pas grand-chose. Le matériel joue un rôle important pour affronter les routes du Tour. En 1924, les cyclistes disposent de vélos mais très rudimentaires. Disons que je m'amuse à dire en comparaison, si d'un seul coup je vous disais tiens, on va rigoler, on va aller à Lyon en Vélib, en passant par le Morvan, allons-y. C'est exactement ça. C'est-à-dire je vous dirais non. Oui, mais moi non plus j'irai pas. Et pourtant j'aime bien faire du vélo. Hein. Je fais du vélo, mais c'est absurde. C'est-à-dire que c'est des vélos en acier, sans doute. Le dérailleur n'est pas inventé en 1924. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas ce qu'on appelle des vitesses. Alors, je sais que certains ingénieux avaient inventé le double pignon, c'est-à-dire que pour essayer d'avoir 2 vitesses, ils retournaient la roue. Mais c'est vraiment très rudimentaire. Effectivement, les freins, c'est pas vraiment le caoutchouc n'est pas au point. Ils crèvent beaucoup. Parce que les routes n'en sont pas, c'est presque, en montagne notamment, c'est presque des chemins muletiers, hein, c'est des cailloux, donc il faut se rendre compte du truc incroyable, et les étapes ne font jamais moins de 300 kilomètres. La plus grande étape, c'est les Sables d'Olonne-Bayonne.
482 km. Quand on fait ça en voiture, on s'arrête 2 fois. Hein. En voiture pour faire une pause toutes les 2 heures. À moto, ça s'arrête 10 fois. Moi, je fais souvent à moto, on s'arrête 10 voilà, fois. donc c'est complètement dingue. Et à l'arrivée, et il y a tous les Pyrénées avec les étapes de montagne qu'on connaît, Aubisque, Tourmalet, l'Izoard, le Galibier dans les Alpes. Votre récit passe vite sur les Alpes, mais c'était le même délire que les Pyrénées. C'est absurde. Et ils vont au bout de l'effort, au bout de la souffrance. Les étapes partent toujours dans la nuit parce que effectivement, faut arriver, disons, avant la nuit. Donc pour espérer arriver vers 6 heures du soir, ils partent en général vers 2 heures du matin. Et donc voilà, donc c'est inhumain en fait en réalité. C'est d'autant plus inhumain. On disait donc pas de vitesse. Beaucoup de gens, parmi ceux qui nous écoutent, milliers de personnes ont fait du vélo. À une petite côte, on passe en grand braquet, deuxième, troisième. Vous vous rendez compte quand vous êtes en petit braquet normal? Disons que je me rends compte que ça peut faire très mal aux jambes. Mais après, c'est une autre époque aussi, c'est-à-dire que ces récits ne parlent pas tant de vélo, mais c'est une aventure humaine en fait. Je pensais à ça. Si on lit le livre de Guillaumet qui raconte son accident au moment de l'aéropostale et après sa traversée à pied dans la neige pour survivre, il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est qu'un avion, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la randonnée en montagne pour comprendre, pour être accroché à cette aventure. Et ce qui nous est raconté là, c'est une aventure de gars qui la guerre est finie depuis en 24, la guerre est finie depuis 6 ans. 6 ans. Et donc voilà, ce sont des soldats en fait. Ils ont le choix, soit être dans les champs, dans des travaux champêtres très difficiles, ou alors voilà, on voit Bottecchia qui est maçon en Italie, ils sont pauvres, et ils viennent là parce que finalement c'est pas tellement plus dur qu'ailleurs. C'est ça l'idée. Et donc on a cette frange très populaire, ils viennent c'est une hécatombe, ils ont passé, comment ils ont fait pour survivre dans les tranchées l'hiver? C'est impossible. Et ben là c'est la même chose presque. Et d'ailleurs ils se battent sans tuer personne. Et voilà, et Albert Londres le dit d'ailleurs, la dernière étape, il dit on traverse des pays dont les noms n'étaient pas inconnus, c'était pourtant pas à une guerre que nous assistions, à juger la chose sur l'extérieur, il n'y avait pas sur la face des acteurs une énorme différence. C'est joli, évidemment c'est Albert Londres. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Dis-moi Nicolas Lormeau, vous êtes nombreux parmi les comédiens à être cinglés de vélo. Je pense notamment à votre collègue Marc Fayet, par exemple. Marc Fayet, oui. Lui, il est dans la catégorie de l'élite. Lui, il a carrément des responsabilités dans le monde du cyclisme professionnel et amateur. Le vélo, c'est commode pour un comédien parce que ça peut se faire en solitaire. Et on peut répéter le texte aussi à vélo. Difficile. Moi, j'apprends en marchant. À vélo, c'est difficile parce que il demande le petite concentration que ça demande quand même pour essayer de pas trop se tuer. Ouais, c'est ça. C'est difficile. On pense, on rêve à vélo, on divague, on imagine des choses, mais apprendre un texte, je le fais à pied, sans vélo, sous moi. Bien. Alors, ce Tour de France 1924 est dur, on l'a dit, mais j'imagine que celui de 22, 23 était dur aussi. Est-ce que je vais juste, d'accord. Juste ma question. Est-ce que ça nous paraît plus dur, justement parce qu'Albert Londres était là pour témoigner? Non, je pense que en fait avant il y avait pas les témoignages. C'est le même parcours en fait de 1922 à 26 ou 27. Donc après on peut imaginer comme c'est les mêmes difficultés. Après les vélos s'améliorent un peu. Non. Je crois qu'il en a parlé d'une façon particulière. C'est ça qui nous reste. Alors est-ce qu'on peut parler de dopage? Les pilules, tout ça, il en parle. Oui, bien sûr, mais jusqu'à un passé récent, même Anquetil avait dit si vous donnez ce que je prends à mon facteur, il gagnera pas le Tour de France, mais si je prends pas ce que je prends, ça sera beaucoup plus embêtant. Voilà. Donc en fait, le cyclisme est devenu, je crois, un sport vraiment propre aujourd'hui, vraiment, pas plus, en tout cas, pas plus sain qu'un autre, plutôt plus sain que certains, maintenant, après avoir été beaucoup contrôlés. Mais à l'époque, en fait, en réalité, ils se rendaient compte, c'était impossible de faire il y a des amphétamines, ils dorment pas la nuit, c'est impossible, en fait. Sans produit, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est humain. Donc c'est des exploits extraordinaires. C'est des champions extraordinaires aujourd'hui, les champions d'aujourd'hui. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, la règle du jeu est respectée. Bien, puissiez-vous dire vrai. Dans le livre Les forçats de la route, on est surpris de découvrir, si je ne m'abuse, que Londres n'a pas couvert certaines étapes du Tour. Vous savez pourquoi, non? Eh ben non. Pourquoi il a fait je ne sais pas. Peut-être sa voiture était en panne. Je sais pas. J'ai cherché. Impossible de savoir pourquoi il n'a pas couvert certaines étapes. Il avait peut-être pris de l'avance. Il avait peut-être des choses à faire à Paris. Il est peut-être rentré plus tôt. J'en sais rien. C'est
qui vos héros du cyclisme à travers l'histoire du cyclisme, ceux qui vous ont passionné quand vous étiez gamin déjà? Voilà, ça commence là, quand on est gamin. Exactement. Quand j'étais très enfant, c'était Merckx, évidemment. Oui, ça commence par Merckx. Allez, tu te prends pour Eddy Merckx, c'était ça qu'on disait à l'école. Puis après, moi, j'ai tripé à mort pour Bernard Hinault, évidemment, quand j'étais adolescent. Et puis après, Laurent Fignon, bien sûr. Moi, je suis complètement chauvin. Moi, je suis hystérique. Dès qu'il y a un Français, je suis pour. Et en 73, quand Luis Ocaña, l'Espagnol, il doit faire tomber Eddy Merckx, sauf que c'est lui qui tombe, Ocaña. Donc c'est pas un Français, mais il vous fascine pas ce Ocaña, par exemple? Vous n'avez pas eu des cyclistes étrangers qui vous ont... Non, mais après j'aime la course, j'aime le... J'étais un peu jeune. Après, Merckx est belge, si je peux me permettre. Oui, mais je parlais d'Ocaña, l'Espagnol. Ah, Ocaña, l'Espagnol. Non, alors après il y a eu des grands... Contador, devant Ocaña. Contador était très impressionnant. Attends, il y a des champions extraordinaires, étrangers et tout ça. Mais moi, je supporte le petit Français, même quand il perd. Mais Merckx restera quand même le plus grand cycliste de tous les temps, c'est ce qu'on dit. Oui, peut-être dans l'histoire en tout cas, peut-être, mais il y en a des nouveaux. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Nicolas Lormeau d'avoir été notre invité et surtout d'avoir fait ces lectures en direct. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, le Tour de France 1924. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires sensibles de cette semaine et de toute cette année, puisque c'est la dernière, mais nous revenons fin août, bien sûr. Rédaction et recherche documentaire, Odile Conseil, Jeanne Mayer et Adrien Cara. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Aurélien Labruyère, Franck Cognard, Léonard Pochon et Sonia Mella. Réalisation, Marion Lelay, Stéphane Combe et Charles de Cilia. Coordination, Christophe Barrère, qui après 8 ans de bons et loyaux services, tire sa révérence, mais pas complètement. Attaché à Affaires sensibles dont il est aussi à l'origine, il continue à la rentrée à assurer les fictions d'Affaires sensibles.